La population d'Antananarivo est avec le candidat Andrzej numéro 3 pour l'élection. Elle a prouvé ce jour, lors de la dernière campagne électorale à Mzumbe, qui a été plus que remplie. Ses partisans sont également unanimes sur le fait de maintenir la date de l'élection pour le 16 novembre, soit dans 4 jours. Ainsi, cet homme qui a hâte que le jour J arrive pour donner sa voix au numéro 3. Selon les citoyens, la venue en masse de la population ce jour prouve que cette élection n'aura pas de second tour et que Andrzej sera élu dès le premier tour, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire politique de Madagascar. 6 heures du matin, heure à laquelle notre caméraman était passé à l'Arbi. Comme vous pouvez le voir sur les images, la foule est déjà nombreuse. Ils attendent que le portail du Coliseum soit ouvert pour assister à la campagne électorale faradoubgue du candidat numéro 3 Andrzej. Selon eux, ils ont quitté leur foyer dès 5 heures du matin par amour pour le candidat numéro 3. Toutes les associations ont chacune leur organisation. Pour l'UPAR, les partisans se sont regroupés devant le stade Al-Arbi avant de rejoindre le Coliseum. Selon Ravloul Mananala-Latine, cette disposition a été prise pour éviter les troubles. Ceux issus du CSANR, de Viva, d'Injet et de Domapub ont pour leur part pris le départ à l'Arena Ivanj. Mis à part les partisans du candidat numéro 3, les forces de l'ordre ont également été aperçues à Mzumbe. Les habitants de Tuamasin aiment et restent fidèles au candidat Andrzej. Il aura fallu attendre au moins 3 heures à la foule pour rencontrer le candidat Andrzej, son épouse et ses enfants. La durée du trajet depuis l'aéroport d'Ambalamanas, en passant par Ambuizaf, Valpinsan, Inquirir, Tanambao 5, Gare routière, CRJS et se terminant sur l'esplanade Miami. Tuamasin est l'une des grandes villes qui a bénéficié de nombreuses infrastructures durant le mandat du président Andrzej. De nombreux projets sont encore en cours, comme l'autoroute reliant Antananarivo à Tuamasin et le grand gymnase pouvant accueillir 10 000 personnes. Miami, ou Mirai Namfakati, est également achevée et ouverte au public. Ces nombreuses infrastructures lient le candidat Andrzej à la population. Cette rencontre du candidat numéro 3 et l'État matavien a été marquée par la présentation live du plus grand jet d'eau de Madagascar avec différentes musiques et rythmes qui donnent forme à la ville et divertissent également. Le candidat Andrzej n'a confirmé une fois de plus à Tuamasin que le pays n'a pas besoin de chaos, ni de crise et encore moins d'une transition. Nous devons avancer, a-t-il dit, car nous nous dirigeons déjà vers les élections. Il a également remercié les religieux. Le candidat Andrzej a appelé la population à se mobiliser pour aller voter et défendre leur choix le 16 novembre. Il a remercié toutes les personnes venues en grand nombre à Tuamasin, ainsi que le maire, le député, les sénateurs, les chefs de parti, les artistes, les diverses associations. Nous gagnerons si nous sommes unis, a-t-il souligné. Il a également remercié son épouse Mial Razouel et leurs 3 enfants qui le soutiennent, l'encouragent et lui donnent des conseils pour développer Madagascar. La majorité des maires, 1336, soutiennent le candidat Andrzej. Tous les maires sont des élus et ils sont les plus proches du peuple, a déclaré le président de l'association des maires et non moins maire de la municipalité de Tanzubatu.
Il a déclaré que les manœuvres visant à retarder l'élection planifiée par un petit groupe de personnes sont inacceptables. Il a également déclaré que la population de la municipalité de Tanzumbat est bien plus nombreux que le groupe d'environ 450 personnes qui prétendent être des médiateurs et cherchent à reporter les élections. Il a souligné qu'en tant que pays démocratique, le seul moyen pour le peuple de choisir qui dirigera le pays au cours des 5 prochaines années est l'élection. Le maire de Tanzumbat a exhorté la population à participer activement aux élections du 16 novembre lors de la campagne électorale qui s'est tenue à Tanzumbat hier. L'opposition n'impose pas sa volonté dans ce pays, a déclaré hier le sénateur Amanambitana Richard. Selon lui, ceux qui soutiennent les élections à Madagascar sont nombreux. Les 10 candidats ne peuvent pas représenter ces personnes et la loi ne leur en donne pas l'autorisation. Il a également ajouté que les discussions visant à établir une transition ne bénéficieraient pas au pays, mais seulement à ses candidats. En effet, environ 200 personnes se sont rassemblées au restaurant de l'Assemblée nationale pour stopper le processus électoral. 10 candidats et leurs partisans, ainsi que les partis d'opposition qui se sont réunis au cours des 5 dernières années. La loi ne confère à personne un statut spécial, ni le pouvoir d'être le porte-parole du peuple. Alors, pour le sénateur de Madagascar, Ramanambitana Richard, nous devons donc examiner les affaires nationales avec un regard impartial. L'élection est nécessaire, car Madagascar n'a pas de président actuellement. C'est au peuple de choisir qui il veut diriger le pays pour les 5 prochaines années. Selon toujours le sénateur, la mise en place d'une transition n'est pas nécessaire. Le sénateur Amanambitana Richard appelle les citoyens à participer activement aux élections. Seul le remblayage au niveau d'Amurnakun à Mbumangakele, district d'Antananarivo a reçu l'autorisation du Conseil des ministres, a indiqué le ministère de l'Aménagement du territoire. Ainsi, tous les remblais qui existent actuellement à Antananarivo, selon les informations, sont illégaux. La suspension des remblais est une décision qui a été prise en Conseil des ministres en février 2022. Ainsi, toutes les demandes de remblais devraient être approuvées en Conseil des ministres. Le ministère de l'Aménagement du territoire mettra fin aux activités de remblayage illégales. Des mesures ont été déjà prises dans de nombreux endroits, selon toujours les informations. Cette décision a été prise pour éviter les inondations, au vu des nombreux cas d'affaissement de terrain qui ont été constatés, notamment autour du bypass. Environ 20 000 à 35 000 tonnes d'ananas sont produites chaque année dans la région d'Itas, selon les coopératives, et une grande partie est produite dans le district d'Arivunmam. Les agriculteurs d'Arivunmam sont confrontés depuis de nombreuses années à un problème pour les produits à base d'ananas, car ils sont difficiles à stocker et les agriculteurs enregistrent ainsi des pertes. Désormais, le problème est résolu. La zone industrielle de transformation des fruits, située à Rivunmam, nécessite une tonne d'ananas par heure pour produire 500 kg de jus. Autrement dit, elle produit 2000 à 3000 bouteilles de jus par heure. Une usine conçue pour promouvoir l'économie, mais surtout pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs. Outre l'usine de jus d'ananas, Arivunmam a également bénéficié d'une usine de fabrication de pâtes qui sera installée à Imirtsetusk. Cette commune produit environ 22 500 œufs par semaine. Selon les prévisions, 400 kg de pâtes par heure seront produites par cette usine. Alors, ce sommet d'urgence arabo-musulman se tient depuis le début d'après-midi, heure de Riyad, à l'occasion de Mohammed Ben Salman. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a déclaré qu'Israël porte la responsabilité des crimes commis contre les Palestiniens. Après lui, les autres dirigeants se sont exprimés chacun leur tour dans leur ensemble. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Ils ont aussi été très critiques de l'Occident.
Notons par ailleurs l'intervention d'Ebrahim Raisi, le président iranien qui, on le rappelle, effectuait son premier voyage en Arabie Saoudite depuis que les deux États ont rétabli leurs relations diplomatiques en mars dernier. Eh bien, il a notamment appelé à imposer des sanctions commerciales contre Israël. Il a aussi demandé aux pays musulmans de qualifier l'armée israélienne d'organisation terroriste et d'armer les Palestiniens si les attaques continuaient à Gaza. Alors l'ambition affichée de ce sommet, c'est bien de dégager une position commune, unifiée entre tous ces États sur la guerre en cours à Gaza, mais aussi de dépasser le simple effet d'annonce, une tâche ardue pour l'Arabie Saoudite qui accueille ce sommet, car on le sait, des divergences existent notamment sur la version finale du communiqué qui sera publié, communiqué qu'on attend toujours donc. C'est le plus grand hôpital de l'enclave palestinienne. Al-Shifa est désormais encerclé par l'armée israélienne. Tout comme la moitié des 36 hôpitaux que compte la bande de Gaza, il n'est plus en mesure de fonctionner normalement sans électricité et donc de soigner des enfants et des adultes gravement blessés. Plusieurs patients, dont des bébés prématurés, sont morts dans la journée de samedi selon MSF. Le personnel sur place évoque une situation dramatique. Ils ont bombardé sans discontinuer l'hôpital Al-Shifa et ses environs. Hier soir, ils ont directement pris pour cible l'hôpital. Et désormais, l'hôpital est totalement hors service. Au moins 80% des civils ont fui. Les patients qui ont besoin de soins, qui ont encore besoin que leurs blessures soient refermées ou que l'on répare leurs os, sont également partis. Et nous nous retrouvons avec pas plus de 500 patients actuellement à l'hôpital Al-Shifa. Al-Shifa n'est plus un lieu sûr. L'établissement et sa maternité notamment ont été touchés dans les combats qui opposent Tsahal au Hamas dans le secteur. L'armée israélienne assure qu'elle n'a pas assiégé l'hôpital. Elle a appelé à plusieurs reprises les patients à évacuer les lieux. Le côté est de l'hôpital est ouvert, dans la rue Al-Wadi, pour le passage en toute sécurité des Gazaouis qui souhaitent quitter l'hôpital. Nous discutons directement et régulièrement avec le personnel, qui nous a demandé d'aider les bébés du service de pédiatrie demain à se rendre dans un hôpital plus sûr. Nous fournirons l'assistance nécessaire. Car Tsahal en est convaincu, il y aurait d'après les militaires le centre de commandement du Hamas dans le sous-sol de l'hôpital. Une information pour l'heure difficile à vérifier. Une série de puissants tremblements de terre secouent depuis plusieurs semaines le sud-ouest du pays. Les maisons sont endommagées, les routes fissurées. Les autorités ont évacué toute la région et la ville de Grindavik dans la nuit de vendredi à samedi par précaution. Ils craignent une éruption volcanique à proximité d'habitations. Le magma se trouve actuellement à une très faible profondeur. Nous nous attendons donc à une éruption dans les heures qui viennent et au plus tôt dans les 2 jours qui suivent. Le lieu de l'éruption se situe quelque part entre la ville de Grindavik et le nord-est. Il y a une fissure d'environ 15 km de long et n'importe où sur cette fissure, nous pouvons voir qu'une éruption pourrait se produire. Les habitants qui ont été évacués se trouvent actuellement dans des centres d'hébergement d'urgence. D'autres sont hébergés chez des amis ou des membres de leur famille. Ils ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux, ni quelle sera la situation dans les prochains jours. C'est un sentiment très particulier. La dernière chose que j'ai faite hier au travail, je travaille à la mairie, a été de lire le plan d'évacuation et de donner mon accord pour qu'il soit imprimé. Tout près de la ville de Grindavik se trouvent des infrastructures sensibles, une centrale électrique et un réservoir d'eau douce. Les séismes et éruptions sont monnaie courante en Islande. Quelques 24 000 secousses ont été enregistrées depuis fin octobre et il y a eu 3 éruptions en presque 2 ans.